Est-ce que c'est facile de virer quelqu'un ? Très difficile. Est-ce qu'une boîte tech en 2025, si elle n'utilise pas l'IA, elle a rien compris ? Donc elle se pose sérieusement la question. Ouais. Demain, que Legal Start continue d'exister ou pas, tu recrées une boîte ou tu signes un CDI ? Remonte une boîte directe. Est-ce qu'on entreprend pour le capital ? Non, t'entreprends parce que c'est une aventure humaine pour le chemin. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Bon, c'est la canicule, mais vous le verrez, on vous respecte, cher auditeur. On a mis un pantalon. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir une personne qui, je crois, partage la même mission que moi, c'est-à-dire de voir un max d'entrepreneurs émerger en France. Est-ce que c'est une bonne intro, ça, ou pas, Timothée ? C'est parfait, merci Yacine. Comment ça va ? Ça va bien et toi, effectivement, on est au frais ici, c'est bien avec la canicule. Ouais, ça fait un peu du bien. Nickel, quoi. On a laissé tomber le short, mais on va le refroidir juste après. C'est toi. C'est moi, j'essaie de t'inclure dans mon truc, mais non, rien du tout. Pas du tout, tu me feras pas tomber, quoi. Bon, raconte-moi. Moi, j'ai un média, donc je pense que c'est, entre guillemets, facile de voir que j'essaye d'inspirer des gens à entreprendre. C'est quoi ta boîte ? Et c'est quoi peut-être ta mission dedans ? Eh ben, bonne question. Donc moi, je suis cofondateur de Legal Start, qu'on a monté avec Pierre Haydan en 2014, donc mon associé. Bientôt donc 11 ans. Il y a un peu plus de... il y a 11 ans, là. Allez, 11 ans. Avec pour mission d'accompagner les entrepreneurs et de les aider à créer et gérer leur boîte simplement au quotidien. Et pour ça, on a progressivement développé une suite de services donc progressivement plus complète, en démarrant avec tout ce qui est démarche juridique administrative. Le premier service, et c'est le service sur lequel on est le plus connu, connu initialement, c'est un service de création d'entreprise. Donc tu viens chez Legal Start. D'où le nom, quoi, j'allais dire. Ouais, voilà, Legal Start, ça porte assez bien son nom. Tu démarres, tu te lances, tu veux créer ta boîte, tu te lances tout simplement, tu viens sur Legal Start, tu fais toutes des démarches complètement en ligne, hyper simple. Je vais pas reprendre les expressions galvaudées en quelques clics, mais c'est un peu l'idée. Ok. En gros, tout se passe en ligne et tu délègues 100% de la démarche à l'équipe Legal Start qui crée ta boîte pour toi. Donc ça, c'était le produit d'entrée. Et ensuite, on a progressivement développé la gamme de services, dans un premier temps autour du juridique, donc avec des services on a géré tout le juridique de la boîte, quoi. On peut dire que c'est la partie chiante pour un entrepreneur qui commence. C'est l'une des parties chiantes. C'est la première partie chiante. Ouais, c'est la première partie chiante. Il y en a plein d'autres. Donc, si tu veux, notre mission, c'est de prendre, de récupérer toutes les tâches un peu pénibles de l'entrepreneur, de les simplifier et d'alléger son quotidien en prenant tout ce qui est chiant, comme tu le dis, pour simplifier, pour qu'il se concentre sur son business, quoi, sur le développement de son activité. Donc ça, la partie juridique, c'était vraiment la première brique qu'on a développée progressivement depuis 2014. Et plus récemment, on a élargi un peu notre palette de services en développant et en intégrant une offre de comptabilité en ligne, en créant un cabinet qui s'appelle LS Compta, qu'on a créé il y a... LS, Legal Start. Voilà. Ouais, trop fort. Trop fort. Qu'on a créé il y a 18 mois, début 2014, et vers lequel, en fait, on redirige, on reflèche les utilisateurs de Legal Start. Donc, en gros, le dit parcours... créé il y a 18 mois. Ouais, tu t'es planté après. Tu as dit début 2014. Moi, je pense que je voulais... Pardon, 2014, c'est la création de Legal Start. Excuse-moi, j'ai peut-être fourché. Mais il y a 18 mois, on a 2023, lancé 2024. Début 2024, okay. On a lancé le cabinet LS Compta. Donc l'idée, c'est de flécher, de rediriger les utilisateurs du service juridique qui ont aussi besoin des services de comptabilité vers l'offre LS Compta. Et donc évidemment, ça fonctionne assez bien, quoi. On essaye de progressivement combler les besoins de l'entrepreneur. Tu me faisais part tout à l'heure de tes... je voulais en parler juste après. Mais allez, vas-y, spoil, c'est pas grave. Petit spoiler, mais effectivement, tu me faisais part de tes problématiques juridico-fiscales. De mes galères. Ouais. De tes galères comptables, de tes galères administratives au sens large. Ah, il y a d'abord eu galère de trésor, galère comptable, et maintenant galère légale. Donc on est partout, là. Bah voilà. Donc on est dans la sauce. Legal Start, c'est la solution pour toi. Et d'ailleurs, tu as rendez-vous avec quelqu'un avec Victor de chez nous. Voilà, et c'est moi qui t'ai demandé il y a même pas une semaine, après notre call, je t'ai dit en fait, non,
Je t'avais dit, ouais, on en parlera post-podcast, et je t'ai dit, non, enlève-moi ce pain, cette douleur. T'as pas voulu attendre. Non, ça. clairement, et en fait, j'ai besoin de me projeter, tu vois, je te disais, j'ai voulu passer, je pense que c'était il y a... J'ai dû vraiment allouer, tu vois, 4-5 heures à ça, je me suis plongé dessus, et j'ai dit, ouais, non, en fait, je veux déléguer ça. Et on va en parler parce que je trouve aussi que j'ai longtemps adopté cette... Moi, allez, je dénigre. Je me dénigre, c'est pas très grave. Cette posture du crevard, où au début, t'as pas d'argent et chaque centime que tu dépenses, tu te dis, attends, est-ce que moi, je peux pas le faire tout seul ou est-ce qu'elle est la valeur ajoutée? On va aller là-dessus, on va avoir un très bon use case et je vais pas brosser dans le sens du poil, donc attention. Mais avant ça, j'ai une question, on va prendre juste un peu de recul et c'est vraiment la question qui est la plus importante pour moi dans tout ce podcast. À titre perso, ça m'intéresse. Pourquoi les entrepreneurs? Pourquoi les entrepreneurs? Pourquoi on accompagne les entrepreneurs? Et ça devient d'où ton référentiel de l'entrepreneuriat? Alors avant les Start, en fait, moi je bossais dans un fonds d'investissement et donc en fait on cherchait à rencontrer des belles boîtes, à investir dans des belles boîtes et souvent des belles boîtes, c'est des belles rencontres avec des entrepreneurs inspirants, dynamiques que tu as envie de suivre. Et en fait j'ai passé 6-7 ans à faire ça. Okay. Et c'est vraiment à ce moment-là que le virus de l'entrepreneuriat est né, quoi, si tu veux. C'est quoi, c'est venture capital? Ouais, c'était du LBO. Donc, donc tu vois, de la dette pour... Private equity. Donc, c'est de l'equity, en l'occurrence. Ok. Private equity, donc c'est du rachat d'entreprise en mettant du levier, quoi. Avec de la dette. De la dette. Donc, tu rachètes avec un effet de levier. Et t'as pris le virus en... Bah ouais, j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré... Et en fait, leur quotidien et leur parcours donnaient envie. C'était des boîtes de taille moyenne, tu vois, donc enfin taille moyenne dans cet écosystème-là, c'était on va dire plus ou moins une centaine de millions d'euros. Okay. Évidemment, c'est pas les indépendants, mais c'est pas non plus les grosses boîtes. Ok, donc c'est encore des profils de boîtes avec des bonnes galères. Ok. Qui sont pas les galères du tout début et qui sont pas bien couvertes. Mais en fait, t'as pas qui sont pas bien couvertes, quoi. Et puis même ces entrepreneurs, en fait, ils savent pas tout, quoi. Tu vois, ils ont chacun un profil spécifique, un background qui leur est propre, donc des compétences qui leur sont propres. Il y en a qui sont plus analytiques, il y en a qui sont plus commerciaux, il y en a qui sont plus techniques, et il y en a qui sont plus dans artistes. Ouais, artiste. Moi, créatif, on va dire créatif, quoi. Ouais, artiste, quand tu parles d'entrepreneur, limite, c'est antinomique, quoi. Dans tous les cas, pas forcément dans les boîtes que je suivais à cette époque-là, mais t'as raison. Dans tous les cas, créatif, c'est certain. Et voilà, et c'est intéressant de les voir. Je trouvais ça super, tu vois, de les voir progressivement évoluer en termes de humainement et se développer sur les compétences qui leur manquaient initialement. Et nous, très modestement, tu vois, en tant qu'investisseurs, alors on était investisseurs majoritaires, donc on passait quand même pas mal de temps au contact des boîtes. Okay. Et donc c'était vraiment intéressant de les aider, de les accompagner à se développer sur les fonctions en fait qui leur manquaient un petit peu, ou les compétences sur lesquelles ils étaient les moins à l'aise, et de les voir grandir, quoi. Et donc ça, c'était une aventure enrichissante et qui donnait envie, quoi. Est-ce que les côtoyer, et d'ailleurs dans la question, est-ce que toi avant ça tu avais un référentiel en termes d'entrepreneuriat dans ta vie, même plus jeune, tu vois, ta famille ou autre? Non, pas trop. Honnêtement, même pas. Moi, mon père a été cadre, tu vois, dans une entreprise chez ExxonMobil pour trahir le nom de la boîte, et pendant tu vois, des dizaines d'années, quoi. Donc en fait, c'était vraiment l'autre génération, quoi. Ouais, c'est une histoire de génération et vraiment l'autre type de profil pro, quoi. Et est-ce que côtoyer ces gens-là, donc via ton fonds d'investissement LBO, est-ce que ça a planté une graine? Est-ce qu'à la fois tu t'es dit c'est possible? Est-ce qu'au bout d'un moment tu t'es dit pourquoi pas moi? Est-ce qu'au tout début, ça c'est la classique Yacine qui te pose 50 questions, mais est-ce qu'au tout début tu avais un syndrome de l'imposteur? En tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur? Investisseur, de te dire même comment pouvoir aussi... Alors oui, tu peux aider. Non, mais bien sûr. Mais tu comprends pas exactement leur quotidien, quoi. Alors, je vais dire, ce qui est assez paradoxal, c'est que, en l'occurrence, je l'avais un peu, mais je pense que beaucoup devraient l'avoir plus. C'est-à-dire que le syndrome imposteur? Ouais. Dans les investisseurs, j'aime beaucoup les investisseurs, on a des super investisseurs à notre board, mais quand à cette époque-là, je rencontrais pas mal d'investisseurs, tu te retrouves parfois face à des profils assez jeunes.
plutôt junior, sorti de tu vois, grande école, etc. Joli parcours, qui se retrouvent face à des entrepreneurs plus âgés, beaucoup plus expérimentés, qui connaissent par définition 1000 fois mieux leur marché que toi, et te retrouves dans une position en fait où tu dois les challenger, les accompagner, les conseiller. Alors que t'as pas de référentiel. Alors qu'en fait, t'es pas forcément toujours hyper pertinent. Néanmoins, en fait, tu l'es sur certains aspects. Souvent, tu vois, des aspects autour des aspects financiers où tu essayes de prendre le meilleur de ce que tu as pu voir dans d'autres situations et de le traduire et de l'appliquer dans la situation en question. Tu l'es sur du pragmatique, mais tu l'es pas sur porter une vision, sur faire un bold move. Mais bien sûr que non. Tu vois, t'es pas l'aspect du tout créatif presque. Ouais. Créatif, en fait, tu peux être. Non, t'es pas réellement créatif. Tu peux être créatif en faisant appel à des expériences passées que tu as pu voir dans d'autres situations et t'échanges avec le ou les managers. Tu dis, en fait, voilà, moi j'ai vu ça dans telle et telle industrie, j'ai vu ces situations-là, voilà ce qui a été fait avec succès, voilà ce qui a été raté. Bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'adapter les succès à notre cas d'usage, tu vois? Et dans ce truc-là, les questions que tu poses... Ouais, excuse-moi, mais ça apporte quand même énormément de valeur, tu vois. Ça apporte énormément de valeur. Parce que mon point sur le syndrome de l'imposteur, parfois, il est plus sur le positionnement. Faut rester humble, quoi. Faut pas essayer d'apprendre la vie au manager qui connaît sa boîte beaucoup mieux et sa boîte et son marché évidemment 1000 fois mieux que toi, parce que potentiellement soit il l'a fondé, soit il l'a développé. Des années d'expérience. Enfin voilà, des années d'expérience, ça se remplace pas, quoi. Après, on n'oppose pas, parce que je pense que un entrepreneur a beaucoup à gagner d'aller parler à des investisseurs ou d'autres personnes qui connaissent, mais qui n'ont pas les spécificités de ton marché. En fait, c'est avoir une autre vision. Juste les questions que tu te poses quand tu es en train de parler avec ces entrepreneurs, est-ce qu'au bout d'un moment, tu te dis... En tant qu'investisseur, pourquoi pas moi, en fait? Bah oui. Ah oui. Tu te le dis. Il y a un moment, tu as un moment en tête ou pas? Où tu t'es dit, bon, écoute, là, je lui donne des recours, on est en train vraiment d'être les mains dans le cambouis sur la boîte. Mais limite, et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment beaucoup passer, tu vois, sur plein de sujets en même temps, et il y en a d'autres qui te disent, en fait, au bout d'un moment, tu as envie d'être impliqué un peu plus sur un sujet, et c'est là où tu comprends que tu as peut-être envie d'être entrepreneur. Ouais, il y a plusieurs, tu vois, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Tu as des investisseurs qui adorent la partie deal making. Je trouve une cible, je vais essayer j'identifie une situation. J'essaye de voir comment je peux mettre mon pied dans la porte. Ensuite, comment structurer une opération qui soit intéressante pour tout le monde, etc. Et donc, c'est vraiment cette partie-là qui est... Et comment, dans le cadre d'un process concurrentiel, par exemple, je peux essayer de tirer mon épingle du jeu. Ça, c'est l'investisseur. Ça, c'est l'investisseur deal maker, tu vois. Et ensuite... tu as un autre profil d'investisseur, et ni mieux ni moins bien, tu vois, c'est vraiment un autre profil extrêmement complémentaire. C'est un investisseur beaucoup plus opérationnel, stratégique, qui, lui, s'intéresse plus au marché, à la boîte, au manager, à l'humain. À l'humain, au développement, au projet, tu vois, plus au projet, quoi. Okay. Et généralement, il y a un peu... Moi, c'était plutôt évidemment, plutôt le deuxième, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça qui m'amusait. Il y a eu un déclic ou pas dedans? Il y a eu un moment, un deal sur lequel tu t'es dit, je crois que c'est la fin, là. En fait, pour être honnête, c'est arrivé très vite. Okay. Donc, si je refais la chronologie, comme ça, tu auras toutes les pièces du puzzle. J'ai démarré... moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Donc, en gros, je suis sorti, je savais pas faire grand-chose, si ce n'est apprendre. Okay, comme toutes les écoles. Ouais, il y a quand même des écoles plus appliquées. Moi, c'est une école d'ingénieur généraliste. Okay. Et ensuite, je suis parti faire des fusions-acquisitions, enfin, de financement structuré à New York dans un premier temps. C'est là où j'ai rencontré mon associé. Tu t'es fait fouetter, Timothée, tu veux pas nous le dire? Ah non, mais je te le dis pas, mais oui, la réalité, c'est clairement ça. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé Pierre. Donc en banque d'affaires aussi? Non, lui, il était avocat. Il était avocat à New York. Moi, j'étais chez BNP à New York à ce moment-là. Et ensuite, je suis parti faire des fusions-acquisitions
chez Goldman Sachs, le grand méchant loup, tu vois, Ok. à Londres et Paris, Ok. parce que l'expérience, c'est quand même très attractif, tu vois, pour un jeune profil qui a envie d'apprendre. C'est un accélérateur de carrière assez fort. Et à ce moment-là, j'avais très envie de me diriger vers le private equity. Donc, c'était une voie d'accès Parfait. parfaite. En revanche, le jour où je suis rentré, je me suis dit, je vais rester 2 ans et pas plus. Mais même 2 ans, je t'admire pour ça. Et 2 ans, ouais, mais c'est un peu la prépa, tu vois. Non, mais. Voilà. mais Et 2 ans. Même bon, la prépa, j'admire les gens qui font prépa. Voilà. J'avais fait ma prépa avant, là, c'était ma 2e prépa, si tu veux, quoi. Et donc, 2 ans, jour pour jour, quasiment, j'ai remis ma démission et je suis. Et j'ai rejoint donc le fonds d'investissement derrière. Donc, et à partir du moment où je suis rentré dans le fonds, très vite, je me suis dit, non, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être entrepreneur, quoi. Il n'y a pas eu un jour en particulier, mais j'ai bien senti assez rapidement que ce qui me portait, c'était pas du tout la partie aller chercher des opportunités, faire le deal, etc. C'est plutôt le projet. Ok, là, il y a une boîte, là, il y a un management. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut travailler avec l'équipe pour les aider? Comment est-ce qu'on peut les aider, quoi? Et ensuite, de comment est-ce qu'on peut les aider, bah, tu arrives à comment faire, quoi. Et progressivement, tu te projettes. Tu te projettes, forcément. Donc, je te dis, j'ai fait ça 6-7 ans. Et au bout de 6-7 ans, donc, j'ai développé un certain nombre de compétences qui étaient, encore une fois, assez généralistes. Je n'avais pas d'expertise financière, tu vois, en partie financière, mais sinon, stratégique, un peu juridique, analyse de marché. J'avais fait... et puis, en fonction des projets que tu mènes au sein des boîtes que tu accompagnes, tu vas avoir un projet sur, je sais pas, le pricing de leurs produits ou l'ouverture. Mais c'est pas ça un bon entrepreneur, savoir un peu tout faire? Ouais, non, mais c'est ce que je dis, tu vois. Au final, je suis sorti de là, je savais rien faire et un petit peu couteau suisse. Donc, quand on s'est lancé avec Pierre sur le projet Legal Start, en fait, lui qui avait un profil expert, enfin, tu as un profil métier en étant avocat. Sur le légal, ouais. Il a évidemment pris en charge toute la partie métier du projet. Et moi, j'ai pris en charge la partie plus business, tu vois. Donc, j'ai pris le produit, la tech, bon, par la force des choses. J'ai pris la partie marketing par la force des choses. Mais j'avais jamais fait de marketing, jamais fait de produit, jamais fait de tech. À la limite, la seule chose que j'avais faite, c'était de la finance avant, tu vois. Et le reste, t'apprends sur le tas, quoi. Non, mais t'as fait un truc, on va en reparler, mais t'as fait de l'humain aussi. Et de l'humain. Et voilà. De l'humain avec des profils très différents, je pense. Ouais. Ouais. On va rentrer dans... Moi, je veux grave comprendre un petit peu l'évolution de la boîte, surtout qu'elle a 10 ans, que je suis sûr qu'il y a de l'IA qui rentre aujourd'hui et qui a 10 ans. On en parlait, mais je suis pas sûr que c'était de la Gen AI, donc je suis pas sûr que c'était un sujet que tu prenais à bras-le-corps. Non. Question toute simple, je veux parler de l'association. Qui a convaincu qui? Et comment vous vous êtes rencontré avec Pierre? Pierre, on s'est rencontrés, je te dis, donc en 2014, à New York, enfin, pardon, en 2014, excuse-moi. En 2000, un peu avant, du coup, 4. Ok. 2004, donc il y a 20 ans, tu vois. À New York, après, et en fait, ça a été assez... tu vois, ça a mis du temps. On avait chacun nos parcours un peu en parallèle. Et en réalité, c'est lui qui est venu avec l'idée du juridique, quoi. On s'est dit, on a envie de monter une boîte. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le digital du juridique? En France, pas grand-chose. On a regardé ce qui existait à l'étranger, notamment aux US, et il y avait un équivalent, plus ou moins équivalent de ce qu'est LegalStart aujourd'hui aux US, qui s'était lancé une dizaine d'années avant, qui s'appelle LegalZoom. On a regardé... Et en fait, non, pour la petite histoire, LegalZoom, à cette époque-là, était sur le point de lancer un processus d'IPO, donc d'introduction en bourse. Et donc, dans ce cadre-là, ils doivent publier un certain nombre d'informations. Donc, ils avaient sorti une grosse presse qui était disponible publiquement, à laquelle on a eu accès. Donc, on a potassé ça. Et on a regardé les spécificités du marché US, comment ça se comparait avec le marché en France. Est-ce que l'opportunité évidente qu'il y avait aux US, elle pouvait être répliquée en France?
Et on s'est convaincu qu'il y avait que les opportunités étaient assez similaires et qu'on pouvait également répondre à la même problématique en France que celle à laquelle LegalZoom avait répondu aux US, à savoir aider les entrepreneurs à se lancer, à créer et gérer leur boîte. Okay. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, en plus j'étudie au Canada, donc j'ai vraiment une bonne impression. Ah ouais, ouais, okay. Je fais 4 ans au Canada. Cool. Une boîte, tu la crées en une après-midi là-bas. En France, ça prend beaucoup plus de temps, en tout cas historiquement. Est-ce que justement, quand tu commences à regarder LegalZoom, c'est le même pain qu'ils ont, c'est le même problème auquel ils répondent? En fait, il y a 20 ans, c'était plus dur aux US de créer une boîte. Ouais, mais ça l'est encore aujourd'hui et c'est différent d'un État à l'autre. Sauf dans le Delaware. Non, mais la beauté du modèle en France, c'est que ça fonctionne de la même manière que tu sois à Paris, Lyon, Marseille, etc. Tu as quelques spécificités citées dans les territoires, mais sinon, c'est la même chose. Okay, et donc, en fait, ce que tu fais en développant... Donc, tu peux scaler ça assez rapidement pour autant que tu arrives à attirer suffisamment de monde sur ton service. Aux US, ils ont dû développer le service et ils doivent développer maintenir 50 États. Ouais, sur tous les États avec potentiellement des spécificités même jusqu'au comté. Donc, plus simple pour nous, même si tu l'as souligné, en France, ça reste quand même hyper compliqué. Et plus ils veulent simplifier, plus ils complexifient, plus les gens sont un peu perdus, quoi. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, nous, finalement, notre business, c'est d'accompagner, c'est de simplifier la complexité administrative en France, tu vois. C'est de la rendre accessible et te permettre à toi, entrepreneur, de déléguer tout ça et de pas t'en soucier. Donc, tu dis, on le crée en une après-midi au Canada, c'est ce que tu m'as dit? Ouais, il me semble que c'est ça. Après, c'est les non, rapidement, tu vois. Très rapidement. Dans tous les cas, effectivement, en France. Je crois vraiment, ils disent une après-midi au Canada. C'est pas du tout ça. Peu importe le type de boîte que tu veux créer. Aujourd'hui, c'est plus simple. Notamment avec Legal Start, mais c'est plus simple aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une boîte. En fait, tu le fais online, tu n'as plus besoin d'aller au tribunal de greffe. Non, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de le faire pour toi. C'est-à-dire que nous, on a développé une expérience pour l'utilisateur très simple. Donc, tu fais tout en ligne, tu vas sur le site, tu réponds à tes questions, tu mets tes justificatifs, tac, progressivement le parcours a intégré toutes les demandes juridiques. Ouais, mais toutes les features classiques maintenant de reconnaissance automatique. Tout se fait très facilement sur ton mobile, sur ton desktop, comme tu veux. Derrière, en revanche, on a mis en place tout un système et un process de validation automatique de ton dossier. On repasse derrière, donc tu as une couche manuelle encore, donc de plus en plus faible. Tu parlais de l'IA, l'IA nous aide à on va parler de l'impact de l'IA sur les 2 dernières années. Ouais. Et donc ça nous aide grandement à automatiser progressivement davantage nos process. Mm-hmm. Néanmoins, il reste encore une toute petite partie. Tu as encore, en fonction des produits, des services, là on parlait de création, mais tu en as d'autres, en fonction des services, tu as une partie qui est plus ou moins, tu as encore une petite partie plus ou moins importante d'accompagnement et de validation humaine. Donc on a des équipes, aujourd'hui on est 170 là, essentiellement à Paris. Vous êtes où là à Paris? On est vraiment pas loin d'ici, dans le 10e à Paris. Okay. On a aussi un bureau à Bordeaux. Okay. Donc principalement ici. Et donc c'est une partie de cette équipe qui valide ce qui reste à valider. Ensuite, tu as une transmission automatique administration. Donc tu parlais des greffes, etc. Greffe, INPI, machin. Le dossier revient et toi, utilisateur, en fait, tu dois juste attendre que cette partie administrative soit traitée. Mais tu ne l'as pas encore. C'est pas encore au sein d'une après-midi, tu vois. Oui. Ça prend quand même un peu de temps. Des validations. En revanche, toi, de ton côté, c'est une heure, fluide, tu vois. Enfin, c'est une heure, c'est moins que ça, quoi. Pourquoi non, je me souviens. Je pense que ma boîte dans la tête d'un CEO, j'ai dû la créer à 23h, tu sais, depuis mon canapé le soir. Et ça, je pense qu'il y a 10 ans, c'était déjà plus compliqué. Il y a juste une question à laquelle tu n'as pas répondu. Est-ce que c'est moi qui veux me faire mousser? Enfin, pas moi, mais notre audience. Pourquoi les entrepreneurs? Pourquoi les entrepreneurs? Surtout que là, aux US, il y a quand même 10 fois plus d'entrepreneurs. Et dans la culture
d'entreprendre, elle est beaucoup plus présente aux US qu'en France. Alors, 2 réponses là-dessus. Première élément de réponse. Je te disais avant que je bossais dans ce fonds de private equity. Et en fait, il avait une spécificité, ce fonds, c'est qu'on se concentrait un peu sur les situations spéciales. Ce qu'on appelle situations spéciales, c'est souvent des boîtes dans lesquelles il y a un petit truc qui va pas conjoncturellement. Soit le marché est en train de dévisser, soit il y a un problème de management dans la boîte, soit il est en train de se faire balayer par une techno, je sais pas quoi. Okay. Donc, il y a un peu un petit trou dans la raquette, pour le dire différemment. Et en fait, ça, alors c'est challenging, tu vois, donc c'est intéressant, c'est stimulant, mais tu as une forme de négativité intrinsèque à la problématique qui peut être un peu, que moi j'ai trouvé au bout d'un moment un peu pesante. J'ai envie j'ai envie de travailler, de lancer une boîte sur un marché en développement positif, avec un sentiment positif, tu vois. Et notre mission chez Egalstart, qui est de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour tous les Français, c'est très stimulant. Et c'est une mission qui est facile à communiquer en interne et qui est partagée par l'équipe. Et d'ailleurs, alors malheureusement pour nous, et on est très content pour eux, mais on a un certain nombre de cas de figure d'ex-Legalstart qui sont partis monter leur boîte. À force de côtoyer et d'être dans cet écosystème de l'entrepreneuriat, tu me disais tout à l'heure, à quel moment, toi, ça t'est venu à l'esprit ? Tu vois. C'est la meilleure manière à tous les Galstartiens, je sais pas comment on dit, bon bref, Galstarters. Les Galstarters, non, mais enfin on les appelle... les employés. La team Legalstart. La team Legalstart, c'est la meilleure manière de la quitter pour toi, founder. Je sais que ça te fait chier quand tu perds un élément de ton équipe, mais quand on te dit qu'on part pour recréer de la valeur, t'es fier, c'est quoi ? mais surtout pour lancer un projet, parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment partagé la mission de la boîte, quoi. Et je suis en contact avec plein d'entre eux qui me racontent comment leur projet avance. Et c'est chouette. Et il y en a plein qui ont des projets qui avancent bien. Donc, tu vois, ils créent leur boîte sur Legalstart. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à créer leur boîte sur Legalstart. Non, évidemment, ils créent leur boîte chez Legalstart. Mais c'est cool, quoi. À titre perso, c'est satisfaisant, tu vois. Ok. T'as l'impression d'avoir contribué, d'avoir eu un impact, tu vois, dans leur parcours individuel, quoi. Et alors, bon, c'est vraiment, c'est pas du tout fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat. On parlait de toutes les galères que ça peut représenter. C'est vraiment pas fait pour tous, quoi. Donc, est-ce que moi, je le recommande pas. D'ailleurs, je le recommande vraiment pas à tout le monde, quoi. Genre, c'est génial. Non, mais c'est génial quand ça marche. Ou quand ça marche. Mais c'est génial plutôt. Pardon, je reformule. C'est génial quand ça correspond à ta perso. Faut pas entreprendre pour entreprendre, mais il faut entreprendre pour un projet qui te parle. Qui te parle, et puis même, tu vois, si tu as une sensibilité au stress qui est OK, si tu es prêt à bosser vraiment comme un malade, parce que évidemment, tu vois, tu as une notion d'investissement perso quand tu lances ta boîte qui est énorme, quoi. Je ne sais pas à quel point... Est-ce que tu considères qu'en France, et j'ai l'impression que tu le disais à moitié, dis-moi si je me trompe, mais qu'aussi le fait de... Enfin, le côté entrepreneurial en France ne fait pas partie de notre culture, du moins en tout cas on ne les plébiscite pas, pour autant on a beaucoup d'entreprises qui se créent de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a plus de personnes qui pourraient être entrepreneurs qu'elles ne le pensent ? Parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais clairement... Non, mais alors, c'est marrant. Alors, déjà, il y a quand même... si tu reviens en arrière, 2014 quand on s'est lancé, en fait, on a plus ou moins surfé sur la vague de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans. Ok, donc tu étais peut-être trop jeune pour t'en rendre compte. Non. Déjà, quand tu as dit 2014, j'étais en mode ok, j'avais le bac, ça passe. Mais il y a 20 ans, je te cache pas, je rentrais au collège. Donc, 2004. Donc, en fait, dans les années 2010, à partir de vraiment du moment où on s'est lancé, il y a une vague de l'entrepreneuriat qui est arrivée. Et si tu regardes les stats, tu as une croissance du nombre de soutenue personnes, bien sûr, du nombre d'entrepreneurs qui se sont lancés. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, en fait, aussi.
Ouais, et sous un format, c'était la mode du freelance. Ça a été la mode, après, tu vois, t'avais toutes les formes. Ouais, mais t'avais toutes les formes de freelance, toutes les activités. T'as eu tous les Uber, t'as eu tous les digital nomades, t'as eu tous les food trucks, t'as eu 1000 trucs, quoi. Toutes les startups dans la tech, t'as eu toutes les reconversions. En fait, j'en ai marre de mon job plus ou moins classique. Je vais monter un resto, tu vois, changement de vie, machin. T'as eu tout ça et tu continues à l'avoir. Et maintenant, je pense que c'est quand même assez ancré dans les mentalités. L'option de l'indépendance, elle est très, très présente au sein de la, entre guillemets, jeune génération. Tu vois, totalement d'accord. On va dire des moins de 40, quoi. Alors, si on parle pas... des 25, tu vois, des 20-35, je sais pas. Ouais, non, mais si, ok, donc je suis dedans. Mais tu considères quand même... Donc, du coup, tu considères qu'on a la bonne proportion entre le Non, alors ensuite, ça, c'est le premier élément de réponse pour te dire qu'on est beaucoup plus dynamique. L'entrepreneuriat en France... Ça évolue positivement. Ouais. Évolue positivement, il est très dynamique, beaucoup plus dynamique aujourd'hui qu'il y a 15 ans, et même qu'au moment où on s'est lancé avec Pierre, et d'ailleurs, raison pour laquelle il n'y avait pas grand-chose encore sur notre segment de marché, tu vois. Premier élément. Et deuxième élément, en fait, quand tu fais des sondages, tu as dû voir passer plusieurs fois... nous, on l'a fait, des sondages avec des instituts de sondage France pour essayer de mesurer un petit peu l'attractivité de l'entrepreneuriat auprès des Français. Hyper large. Est-ce que vous auriez envie un jour de monter votre boîte ? Tu as une personne sur deux qui te dit oui. Est-ce qu'elle passe à l'action aujourd'hui ? Non. Oh, évidemment que non. Pourquoi ouais, la stat, non, mais la stat, c'est aujourd'hui, tu as environ 1 million de créations de nouvelles structures par an, il me semble. Ouais. Et là-dessus, c'est, on va dire, 750 000, ce qu'on appelait avant les auto-entrepreneurs, donc les micro-entreprises aujourd'hui. Le reste, sous forme de sociétés commerciales plus classiques, donc les CRL ou des SS. Okay. C'est à peu près ça la stat. Donc, tu as 250 000 plus structurés, 750 000 indépendants. On va dire plus petite activité ou activité naissante, tu vois, ou je teste, ou complément d'activité, ou tu vois. Et donc, il y a une différence. Également là-dedans, tu vois, si tu regardes entre ceux qui lancent une activité en complément de revenu ou en test, tiens, je vais louer, tu vois. Ok, c'est pas du full-time, tu veux dire ? C'est pas du full-time. Il prend pas tous les risques. Okay. Donc, en fait, tu prends peu de risques. Je fais ça pour voir. Tiens, mais au moins, il le fait. Avant, il n'y aurait pas pensé. Mais bien sûr. Mais on a encore du taf là-dessus. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Dans tous les cas, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc, on est d'accord qu'on n'a pas atteint notre plein potentiel en France. Non. On est d'accord qu'il y a encore plein de personnes qu'il faut qu'on aille sortir de leur CDI et de leur vision. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Donc, moi, je suis... Dans tous les cas, ce à quoi on travaille, nous, c'est les aider, leur fournir les outils pour que tous ceux à qui l'aventure entrepreneuriale, tu vois, ça les titille, ils soient équipés pour se lancer simplement. Ils se disent pas, non mais en fait je le fais pas parce que galère sans nom administratif, etc. Qu'ils puissent se projeter en fait. Tu vois, c'est une course. Tu vois, c'est une course d'obstacles. Bon, le premier obstacle, en fait, il est administratif. Après, de l'administratif, tu vas en avoir tout le temps, mais tu montes pas une boîte pour ça. Tu montes une boîte parce que tu as un projet, tu as envie de développer une activité, etc. Ça, c'est tu le subis. L'administratif, tu le subis. Donc, il faut pouvoir traiter ça simplement. Et c'est ce que on s'évertue à proposer chaque jour chez Legastart. Et j'acquiesce et je bois parce que je sais que moi, mon rôle aussi, c'est ça. D'ailleurs, on va arriver là-dessus, c'est de pré-mâcher la prochaine étape pour les gens. Juste leur dire, tu vois, la prochaine étape. Donc, si là, c'est te lancer, voilà, tu as des services chez Legalstart, tu as plein d'autres services en tech. Et puis, j'invente, tu es allé chercher tes premiers clients. OK, comment tu fais pour passer à la deuxième étape ? Et moi, l'idée à travers le podcast, c'est aussi de partager votre expérience, pas la mienne, car elle est limitée pour le moment et que je suis le premier auditeur de ce podcast. Donc, viens m'inspirer. Par contre, je mets un point d'honneur en tant que média. Il n'y a pas de politique, pas de religion chez nous. Mais par contre, je vais être clivant sur une chose, c'est que je ne comprends pas, et je le dis fort, que 88% de la société active française soit salariée. Salariée.
Moi, je comprends pas, sachant que, et je crois que c'est ma stat faite par Yacine, quelle humilité, 100% de nos idoles de jeunesse ne sont pas salariés. Il n'y a aucune idole de jeunesse qui est en CDI. J'en connais pas, moi. Et donc là, je me dis, il y a un écart entre les deux. Et si on revient bien avant, même à la préhistoire ou quoi, bah oui, il y a toujours eu des gens qui ont créé de la valeur et d'autres qui ont rejoint des mouvements. Mais je peux pas croire qu'il y ait 88% de personnes qui rejoignent et que 10%. Mais alors, je partage partiellement ton. Je t'ai dit clivant. Non, mais je partage partiellement ton constat. Effectivement, tu parles de tes idoles. Effectivement, t'as plus facilement en tête des je sais pas, des acteurs, artistes, athlètes, bien sûr. Voilà. Mais pour autant, alors, je vais mettre de côté acteur, artiste, athlète, parce que malheureusement, je suis pas très bien placé pour commenter là-dessus. Mais pour le moment. Mais pour le moment. Et sur la partie plus pro, t'as besoin, tu vois, les empires se sont pas construits tout seuls. T'as besoin d'un mec pour lancer. Attends, mais tu veux ta boîte vaut rien sans des employés non plus. Ah, voilà, donc, chez Legal Start. C'est pas l'un opposé à l'autre. Ouais. Non, je suis grave d'accord. C'est juste moi. Non, et tu vois, et je vais même au-delà de ça. Moi, j'ai l'impression chez Legal Start qu'on est une équipe d'entrepreneurs. Ok, tu vois avec ce mindset d'impulser des nouveaux projets. Effectivement, genre contractuellement, t'en as qui ont un contrat CDI, machin. Mais on est une équipe d'entrepreneurs au service des entrepreneurs. Tu vois ? Et donc, je considère qu'on a 170 entrepreneurs au sein de la boîte pour accompagner le mouvement. Donc, effectivement, mais ça rentrerait pas dans tes stats. Je suis d'accord. Néanmoins, peut-être que je verrais le truc un peu différemment en fonction de la taille de la boîte. Tu vois, si tu vas rejoindre un gros groupe, parce que tu vois, j'ai démarré, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai démarré chez BNP, chez Goldman, donc c'est des milliers, dizaines de milliers d'employés. Donc je vois bien la différence, quoi. Donc effectivement, ton action individuelle elle a moins d'impact sur l'ensemble des performances de la boîte. Donc tu es un contributeur incrémental, marginal. Au sein d'une plus petite structure, tu as plus d'impact. Tu as beaucoup plus d'impact. Et aujourd'hui, les Legal Start, je te dis, bon, encore une fois, donc c'est un peu moins de 200 personnes. Bah, chaque personne peut avoir un impact important. Et un impact important, tu vois. Et j'ai l'impression que quand tu parles d'impact, c'est aussi lié à ta prise de risque. Et moi, je considère que, déjà, je crois dans notre carrière, aujourd'hui, la nouvelle génération, on va faire une quinzaine de jobs, il me semble, dedans. C'est ça la stat ? Ouais, Pôle emploi. Donc, je sais pas à quel point faut la prendre, mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est genre, c'est très bien, en fait, si tu continues, si tu commences dans une grosse entreprise. Moi, je sais que j'ai dû être en CDI avant de m'auto-convaincre que toi, interlocuteur, peut-être que je serai à ta place dans quelques années, tu vois. Ouais. Ta place en tant qu'entrepreneur. Je vais même pas me faire un podcast à moi-même. Mais c'était plus en fait pour retranscrire. Et on ferme la parenthèse là-dessus parce que je veux vraiment qu'on parle de Legal Start. Tu vas nous raconter un petit peu, bon, pas les 10 ans, mais on va essayer de parler des moments forts. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui doivent s'identifier comme moi, en tout cas j'en suis convaincu, qui ont eu ces études anxiogènes, ces choix de professionnels et même scolaires anxiogènes, alors que ça reste des bons élèves, qu'ils ont un bon cerveau, que moi j'étais bon à l'école et que j'étais discipliné. Mais putain, je ne comprenais pas de quoi on me parlait à l'école versus qu'est-ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Et aujourd'hui, quand j'arrive à mêler l'utile pour la société, l'utile pour moi ou l'agréable, et même... Enfin bon, après moi je suis particulier, je crois que t'as compris. La hiérarchie, c'est pas trop pour moi. Donc, c'est l'autorité. Donc, moi, ça correspond. En fait. Mais tu vois, toutes ces choses-là, il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à peut-être pas la première partie, mais peut-être sur l'autorité. Moi, je veux juste leur dire, écoutez, l'entrepreneuriat, ça existe. Il y a des gens, ils sont riches. Regardez, suivez mon regard, je veux dire. Et voilà, lancez-vous, essayez. Parlons de Legal Start. Rien à voir. Est-ce que t'es riche ? Est-ce qu'au bout de 10 ans, t'as capté la valeur de Legal Start ou pas encore ? Alors, je l'avais pas prévu, mais c'était une trop bonne intro, là. Je sais pas comment répondre à ça. Tu peux broder sur qu'est-ce que la richesse, etc. C'est ça. T'as cash out ou pas, déjà, ou pas encore ? Oui, en partie. Ok. Donc, t'as déjà capté une petite valeur de la... Bien sûr. Et je pense, et d'ailleurs, très bien, j'ai aucun problème à parler de ça. Parce que c'est important. Tu vois, il y a quelques points d'étape clés, quelques jalons, tu vois, dans le développement des boîtes. Je vois régulièrement des entrepreneurs
toi, qui se rémunère pas encore au bout de X années. En fait, et ça, c'est une remarque, un conseil qu'on m'avait fait il y a peut-être une dizaine d'années. Il m'a dit, mais dès que tu peux te payer, tu te payes, et correctement. Ok ? Si tu peux te payer correctement, paye-toi correctement. C'est le premier critère de réussite de ta boîte, c'est si tu arrives à générer suffisamment d'activités Pour en vivre. Comme ça, sereinement. Il n'y a pas au lance-pierre, tu vois. Ouais, pas, bien sûr. Pas flipper à chaque fin de mois. Évidemment, en France, on a un cadre, on a un cadre magique, et tu peux être aidé pour créer ta boîte pendant les 2 premières années. C'est incroyable. Je crois que tu allais parler des impôts, c'est pas ça. Non, je parle pas des impôts. Évidemment, en France, on paye beaucoup d'impôts. Ouais, ça, c'est un autre sujet. C'est le revers de la médaille, le chômage. C'est un autre sujet, mais tu vois, lancer une boîte en France, c'est paradoxalement beaucoup plus simple que ça ne l'est, ou moins coûteux, ou moins risqué, plutôt, que ça ne l'est ailleurs. Ou t'es aidé, en tout cas, financièrement. T'es aidé pendant les 2 premières années. Donc, tu peux te dire, OK, pendant les 2 premières années, c'est entre guillemets, plus facile de prendre le risque. Tu ne te payes pas, tu as 2 ans pour voir. Donc, en fait, la première vraie échéance, c'est au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu as suffisamment développé ton activité pour pouvoir commencer à en vivre correctement ? Oui ou non ? Si tu es toujours au point de départ, en fait, tu dois au moins t'interroger sur la viabilité de ton projet. Soit c'est normal parce que en fait, c'est un projet de développement long, ça prend du temps, et il faut que tu lèves des fonds, etc. Et donc, c'est normal, c'est le cycle de vie de la boîte. Soit c'est une activité qui n'a pas démarré parce que tu n'as pas encore vraiment trouvé ton marché. Et là, il faut que tu te poses des questions plus fortes, tu vois. Itérer. Ouais, et peut-être itérer ou essayer de changer quelque chose, ou tu vois, au moins te rassurer. Il faut qu'il y ait certains signaux rassurants pour t'inciter à continuer. Et si au bout de 3 ans, 4 ans, tu es toujours t'es toujours au stade où en fait tu te rémunères mal, pas ou peu, peut-être qu'en fait c'est juste le projet qui n'est pas viable, tu vois. Il faut peut-être essayer de changer. C'était quand votre premier salaire avec Pierre ? En fait, c'était au bout de 2 ans. Ouais, 2 ans. En fait, ce qu'on s'est dit avec Pierre, c'est au bout de 2 ans, il faut absolument. Nous, on était tous les 2 mariés enfants, donc tu vois, c'était et on était dans des schémas dans lesquels c'était initialement vraiment nous 2 qui contribuions massivement le plus fortement aux finances de la famille, tu vois. Donc, on avait 2 ans pour que ça marche d'une manière ou d'une autre. Et notre risque, c'était ça. Si au bout de 2 ans, c'est pour ça que la décision d'y aller, elle était relativement facile. En fait, notre risque, c'est quoi ? On avait on avait un bon CV, une bonne expérience pro avant. On avait 2 ans pour voir si ça allait marcher. Pire des cas, ça marche pas au bout de 2 ans. On arrête la boîte et on retrouve un job, moi dans la finance, lui en tant qu'avocat par ailleurs. Ça aurait été, pas de problème, tu vois. On aurait, sur le CV, potentiellement perdu 2 ans. En réalité, ça aurait été une expérience super enrichissante, 2 ans supplémentaires qui auraient été probablement valorisés. Mais voilà, si tu veux voir le verre à moitié vide, complètement, c'est ça. Ouais. Et donc aussi, en revanche, au bout de 2 ans, tu dois faire le point et voir ce que tu peux on fait le point, on regarde si on est capable de se payer. Et donc, progressivement, dès qu'on a pu, on a augmenté un peu, dans des mesures, tu vois, sans l'idée, c'était quand même d'investir dans le développement de la boîte plutôt que dans nos finances perso. C'est une question que j'allais te poser. Il y a des moments où vous vous dites, on s'augmente pas pour embaucher quelqu'un aussi. Mais bien sûr. Et faire croître la boîte et votre capital. Et la priorité, c'était ça. Ok. On voulait juste mettre un niveau viable qui nous permette de nous concentrer pleinement sur le développement de la boîte. C'est tout. Ok ? Quand tu es entrepreneur, le salaire, c'est annexe. Parle-moi du développement. On va rentrer un petit peu rapidement dessus. L'idée, c'est pas de faire année par année le bilan comptable, je te rassure. Ouais. Déjà, je suis chaud que tu me balances 2-3 chiffres que tu peux me donner. Je sais qu'il y a des chiffres qui sont publics, d'autres pas, mais juste comprendre un petit peu. C'est quoi les étapes clés ? Donc déjà, on a compris de 0 à 2 ans, pas de salaire. Déjà, après 2 ans, vous êtes combien ? Et tu vois, j'imagine que vous avez un seul produit au bout de 2 ans ? C'est vraiment juste la création d'entreprise. Je vais essayer de te résumer les grandes étapes clés de la boîte. Alors déjà, grande spécificité de LegalStart, c'est qu'on a autofinancé le développement. Ok, donc ça veut dire que
comme je l'ai dit Vous à avez mis l'instant, vos là. billets. Non, mais ça, c'était nous au tout début. On s'est lancé, on a mis une mise de départ, mais qui était pas très importante. Hein. Ok. Et c'est surtout que on a réinvesti, chaque année, on réinvestissait la totalité des bénéfices de la boîte dans la croissance. Donc, dans le recrutement, dans le lancement d'activités ou dans le recrutement. Donc, par opposition à faire appel à des investisseurs, que ce soit des banquiers ou des fonds. Donc, on n'a jamais fait rentrer d'investisseurs pour développer la boîte. Donc ça, c'est quand même assez particulier et relativement rare, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le bootstrap. Tu vois, on était très bootstrappé. Et d'ailleurs, c'est resté très fort dans notre culture, dans notre ADN chez Gastart. Donc on dépense, on investit de manière très ciblée. Quand on décide d'investir, on investit. Mais contrairement à d'autres boîtes qui se sont développées sur des modèles de levée de fonds successives et qui investissaient plus rapidement, on va dire, et potentiellement de manière plus significative, nous, c'était pas le cas. On réfléchissait vraiment aux investissements qu'on voulait faire. Okay. On y allait, et quitte à ce que ça prenne un an de plus, tu vois. Mais au moins... Et pourquoi on a fait ça? Pour rester 100% maître de notre destin et garder toute l'equity. C'est important quand même, non? Le garder l'equity, c'est une conséquence. Mais c'est pas l'objectif. Mais c'est pas l'objectif. Tu peux te dire, en fait, je vais lever 100. Ok, j'aurai plus que la moitié du capital au lieu de la totalité. Mais avec ces 100, je vais développer beaucoup plus. Et au final, les 50% vaudront plus que les 100% que j'avais avant. Tu vois. Donc le calcul, il n'est pas là-dessus. Et il dépend pas mal des situations, des besoins. C'est pas de la gouvernance, même? Le fait de toi qui as bossé avec d'autres investisseurs, de vouloir avoir, vous, la totalité en termes de décision? Ça, oui. Ça, oui. Okay. Mais c'est sûr que je voulais qu'on reste... on voulait rester maître à bord. Et ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Sachant que je venais de cet univers-là, je savais... j'avais quand même une assez bonne idée des avantages et des inconvénients d'avoir un fonds à son capital. Donc, on voulait pas le faire. Donc, je l'ai pas fait. On voulait le faire uniquement pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on a un fonds. Hein. Okay. Aujourd'hui, on a un fonds. Donc, ça depuis 2019. Ouais, mais c'est du cash out ou c'est de la levée? C'est un mix. C'est un fonds. C'est un fonds. C'est un mix. Bon, en tout cas, vous bossez avec un fonds. Non, mais c'est un mix. Et honnêtement, ils nous ont énormément apporté en matière de structuration de boîte. T'as besoin de te prouver de pouvoir faire ça pendant 5 ans? Toi et Pierre, du coup? Seul, tu veux dire? Sans un fonds? Non, franchement, c'était pas une histoire de se prouver quoi que ce soit. C'était vraiment une histoire de besoin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui, non. Et en fait, là, c'est devenu comme une opportunité. Je t'ai dit, on était capable d'autofinancer la boîte. Donc, en fait, c'était pas vital pour nous de lever des fonds. On aurait levé des fonds pour accélérer sur tel ou tel produit, tu vois. Donc, c'était pas indispensable. On pouvait se payer. Okay. On a réussi à le faire. On pouvait se payer. Donc, c'était pas vital pour nous. Donc, on a préféré ne pas le faire. Voilà. Donc, on va dire, ça, c'est une spécificité de Legalstar. Donc, il y a d'un point de vue gouvernance, en fait, on était indépendant jusqu'en 2019. Et en 2019, on a fait rentrer Isaïe. Donc, un fonds LBO d'Isaïe, qui est un fonds... c'est la partie LBO, ok. La partie LBO, ouais, parce qu'on était déjà... on avait une certaine taille et on avait un développement de croissance rentable. Donc, hop, on rentre dans leur poche croissance rentable LBO. Donc, par opposition à fonds de venture. En equity et early stage. C'est quoi l'enjeu quand vous prenez de l'argent avec eux? Et on part après dans tous les sens, excuse-moi. Je te ressens, Timothée, sur le... Mais ouais, là, tu me relances là-dessus. Moi, je te faisais la partie chronologique avant les 5 premières années sans, depuis, avec. Et ces deux phases différentes, très intéressantes. Maintenant, les décisions sont un peu plus collégiales, très challengées. Et on a vraiment des super sparring partners avec nous qui nous aident sur ce dont on a besoin. Donc ça, voilà, ça premier découpage chronologique sur la gouvernance. Et ensuite, sur les grandes étapes clés, je pense que
tu as des étapes en termes de produits. Donc, tu vois, pendant un moment, on s'est développé sur la création. Ensuite, on a élargi notre gamme de services avec tous les autres services juridiques, que ce soit sur le droit des sociétés, le droit du travail, le droit des marques, etc. Donc, qu'on a progressivement développé et intégré à notre gamme de services. Et ensuite, on a lancé, et plus récemment, en parallèle de ça, on travaillait avec un certain nombre d'acteurs, de partenaires vers lesquels on redirigeait nos clients. Référencement, ok. Ouais, on redirigeait nos clients pour les services tiers, soit de la compta, du compte pro, de l'assurance, de la domicile, enfin, tous les services tous les services administratifs dont un entrepreneur peut avoir besoin. Et plus récemment, donc je te disais au début du podcast qu'on a lancé cette activité. Ça fait 18 mois qu'on a lancé l'activité LS Compta, donc le cabinet comptable Legal Start, qui fonctionne super bien. Et plus récemment, là, depuis le début de l'année, depuis Noël dernier, on a lancé notre propre offre de compte pro. Donc, maintenant, tu as la carte compte pro Legal Start. Très, très chic. Et donc, on est capable aujourd'hui de proposer le triptyque juridique compta compte pro. Est-ce que tu peux dire qu'au tout début, vous vouliez aider les entrepreneurs à se lancer et qu'aujourd'hui, c'est ad vitam aeternam? Ouais, alors évidemment, on est rentré, on prend les matchs les uns après les autres et on est rentré par le point d'entrée le plus évident qui est la création. Donc, étape à laquelle l'entrepreneur n'est pas encore équipé. Ok. Donc, c'est le moment le plus évident pour l'équiper sur les différents services dont il peut avoir besoin. Et progressivement, on déroule un peu le scénario. Et aujourd'hui, notre mission, elle a évolué d'aider les entrepreneurs à se lancer, comme tu l'as souligné, à aider les entrepreneurs à se lancer et gérer leur boîte. Tout le long de la vie. Ouais, allez, on va faire un créer et gérer, quoi. Mini use case. Attends, j'ai quand même, avant de te parler de la compta, ouais. Pourquoi il y a 18 mois il s'est passé un truc il y a 18 mois pour que vous vous disiez on doit adresser ces autres... Non, ouais, ça faisait un moment qu'on tournait autour du sujet de la compta. On a travaillé successivement avec un certain nombre d'acteurs partenaires. Et en fait, on a toujours eu des difficultés à travailler dans la durée avec des partenaires sur la compta parce que les activités sont à la fois super complémentaires et concurrentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alternative à une solution comme Legal Start, c'est d'aller voir ton expert comptable. L'expert comptable en France, sur la partie création, il a encore la majorité, la majorité du marché. Ok. Donc tu vois, tu n'as que grosso modo 25% du marché qui est des intermédiaires, donc qui passe par des solutions comme Legal Start. Le reste, c'est intermédiaire. Et là-dessus, donc tu as 75% du marché qui passe par un prestat, par un acteur traditionnel pour créer sa boîte. Okay, et donc là, ça va être expert comptable, dans une moindre mesure l'avocat, et dans encore une moindre mesure d'autres types d'acteurs, des notaires ou des conseillers, on a de l'accompagnement en création. Et donc, en fait, travailler avec les experts comptables, c'est à la fois naturel et pas du tout naturel. C'est-à-dire que c'est très naturel de leur envoyer des clients qui vont assez bien... Enfin, tu vois, la mise en relation va très bien convertir parce que c'est un besoin prégnant et c'est un besoin évident pour l'entrepreneur. Il sait qu'il en a besoin et donc, toi, tu l'as fait à ta façon, mais l'entrepreneur sait qu'il en a besoin. Et en même temps, la mission de l'expert comptable, ça va être d'accompagner l'entrepreneur tout au long de la vie de sa boîte. Donc derrière, il ne te refait pas forcément naturellement des passes. Tu vois, sur nos services qui étaient des services juridiques. En fait, tu es obligé de l'interner. Si tu veux remplir ta mission d'accompagnement de l'entrepreneur dans la durée, au final, tu es obligé de proposer ça. C'est une opportunité business, en vrai. C'est aussi ça. C'est que c'est un potentiel... c'est-à-dire, notre mission, c'est d'accompagner l'entrepreneur de A à Z. Mais il vous connaît déjà, donc mais nous, autant c'est un le business. servir. Mais ça reste un business. Non, mais je vois c'est pas caritatif. Donc nous, on va en faire un business rentable. Je veux dire, il y a pas de honte à le dire. Et donc pour ça, tu dois trouver
tu dois répondre à un besoin de marché, tu vois. L'entrepreneur, il a un certain nombre de besoins. Tout début, il a besoin de créer sa boîte. Ensuite, il a besoin de faire sa compta. En parallèle, il a besoin d'une solution de compte pro. Derrière, il a besoin d'assurance, de X, Y, Z, tu vois. Et donc, tout ça, c'est des opportunités business. Est-ce que tu veux les internaliser ou est-ce que tu veux ou est-ce que tu travailles au sein d'un écosystème de partenaires vers lesquels tu rediriges ces besoins-là, tu vois. Et donc, en fonction de la nature de l'activité, bah, tu vas choisir l'une ou l'autre des réponses, quoi. Moi, je considère, en tout cas, dans tout ce que tu me dis, pour le résumer, moi, c'est mon avis. Mais dis-moi si tu es d'accord. Votre rôle, c'est de décharger le plus mentalement l'entrepreneur sur les tâches sur lesquelles lui, intrinsèquement, n'a pas le plus de valeur ajoutée. Mais exactement. C'est ça. Non, mais c'est ça. On veut qu'il se décharge de cette charge mentale. Tu as une charge mentale administrative qu'il faudrait arriver à quantifier. Ce serait une bonne idée de faire une sorte de mais il y avait sondage. des stats sur les mails, par exemple, pas juridiques, mais tu sais, on te disait aujourd'hui, de nos jours, on reçoit je sais pas combien de mails dans la journée. C'est ça. Et en fait, ça crée une charge mentale forte et oppressante. Et donc, la gestion de l'administratif, que ce soit déjà à titre perso, pour toutes les personnes qui écoutent, là, qui ne sont pas entrepreneurs, même à titre perso, ça représente une charge mentale importante. Donc, a fortiori, en tant qu'entrepreneur, à titre professionnel, c'est largement supérieur. Bon, mais là, tu as un petit Yacine en PLS qui vient de voir. Bon, tu as déjà fait l'intro, mais on va faire genre t'es Victor. Non, mais plus sérieusement, moi, je suis seul déjà dans ma boîte. Enfin, j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais ce sont des freelances. J'ai pas d'employés, j'ai pas de cofondateur. Hey, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Petit appel du pied. Non, plus sérieusement, là, moi, je suis arrivé à un stade où j'ai besoin de faire confiance. C'est-à-dire que quand je fais confiance et qu'il y a une OP qui se passe, quand j'ai une OP, c'est même un paiement. Demain, je passe chez Legal Start, donc je ne suis pas encore client. Question toute simple. Comment tu peux me prouver que j'ai confiance? Et si je te donne un élément dedans, enfin, pas me prouver, mais faire en sorte que je sois en confiance, à quel point l'humain est important, notamment quand on vient parler d'argent comme ça, d'argent et du juridique. Bah, je dirais, en fait, j'élargirais, d'argent et de juridique, en fait, c'est les thématiques que tu abordes, c'est des thématiques qui sont ultra anxiogènes. Exact. Et donc... Plus que les cours. Comment ? Plus que les cours. Tout à l'heure, je parlais des cours et des choix de carrière. Ça, c'est encore pire. Non, c'est hyper anxiogène parce que, en règle générale, l'entrepreneur ne connaît pas ces problématiques-là. À juste titre, parce que tu peux faire sans. Il ne connaît pas ces problématiques-là. En revanche, ce qu'il sait, c'est que s'il se plante, ça va avoir un impact. Et potentiellement désagréable. Ça a piqué. Donc, tu as raison. Il a envie, en règle générale, même si tu parlais de l'entrepreneur tu vois, qui veut faire attention. Fais attention, l'entrepreneur qui démarre, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, qui veut faire gaffe. Lui aussi, il veut être accompagné, il veut être conseillé, il veut s'assurer que la solution qu'on lui pousse est la bonne. En gros, il veut... En anglais, tu dis peace of mind, quoi. C'est vraiment... Il veut être déchargé de cette contrainte, de cette charge mentale, et s'assurer d'être dans les... et de s'assurer qu'il est dans les clous, qu'il fait les choses correctement et idéalement pas trop cher, tu vois. Simplement et pas trop cher. Tu sais que nous, on avait fait une étude il y a pas très longtemps sur notre base d'utilisateurs en leur demandant mais pourquoi, c'est quoi les raisons principales pour lesquelles vous avez fait appel à Legal Start ? Qu'est-ce qui vous a convaincu le plus, tu vois ? Et en un, tu pourrais t'attendre à ce que ce soit en fait le coût ou le truc, le côté complètement digitalisé. En fait, non. En un, c'était vraiment l'accompagnement. Non, parce qu'en fait, quand j'appelle, j'ai quelqu'un. J'ai vraiment quelqu'un. J'ai le nom là. Tu me parlais de Victor tout à l'heure. Bah, il s'appelle Victor. Tu vois, tu vas l'avoir. Et puis tu peux le parler Enfin, moi, je sais que quand je raconte mon truc, il y a un gros filtre émotion dedans qui est en mode. Ça me prend la tête, le prends pas personnellement, je le dirai au téléphone, mais je veux dire, voilà les merdes que j'ai faites, voilà les merdes auxquelles je fais face aujourd'hui, trouve-moi la solution. Quoi. C'est ça, et en fait, toi, tu as l'impression... Donc, je finis sur l'étude, c'était en 1, l'accompagnement, et en ex-aequo 2-3,
c'était la simplicité, la rapidité. Ok, je sais, c'est vite fait, bien fait. Et le tarif. C'est moins cher que si je fais appel à un avocat. C'est les trois variables de la confiance au final. Ouais, exactement. Ouais. Et ce qui doit te donner confiance, tu le verras, toi, tu vas parler, tu as un rendez-vous qui est prévu, tu verras que ce qui va te donner confiance, c'est le fait que le Victor en question, des situations comme la tienne, il en a vu un certain nombre, et toi, tu as potentiellement l'impression d'être dans une situation un peu unique, où tu as fait ça, tu pensais que ça allait marcher, en fait, tu te retrouves dans une galère sans nom, etc. En réalité, c'est une somme de situations uniques, et au final, ta situation, elle est relativement classique, et donc les solutions pour y remédier, elles sont très bien connues. Ok ? Et donc, ça va te rassurer. Il va te dire, t'inquiète, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce que je te propose pour t'accompagner, voilà comment ça va fonctionner, voilà combien ça te coûtera. Après, tu prends pas, c'est toi qui décides, mais au moins, tu vois, t'auras confiance, quoi. Bah déjà, on n'est pas là pour parler des compétiteurs, donc je le mentionnerai pas. Mais putain, parler à quelqu'un, quoi. Quel plaisir. Parce que moi, je peux te dire que jusqu'à présent, tu l'auras compris, j'étais face à mon interface. Et c'est bien, ça va introduire un petit peu Bon, on a un petit peu croqué le temps, donc il y a des sujets qu'on va... Mais bref, je voulais juste dire, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un. Bah, bien sûr qu'on a croqué le temps. T'as remarqué ou pas du tout ? Non, c'est bien, ça veut dire que tu passes un bon moment. Je te pose ces dernières questions. Le but, c'est que tu me répondes le plus rapidement possible aux questions que je vais te poser. Ok. Rapide. Ok. Est-ce que pour un entrepreneur ou une entreprise, le capital le plus important, c'est l'humain ? De très très loin. Est-ce que c'est facile de virer quelqu'un ? Très difficile. Mais malheureusement, il vaut mieux le faire le plus vite possible qu'attendre. La solution de facilité, c'est d'attendre en espérant que ça s'arrange. Et en réalité, ça s'arrange à peu près jamais. Est-ce que l'IA va remplacer l'humain ? Non. Est-ce que l'IA va accompagner l'humain, l'IA va aider l'humain, mais l'humain aura toujours besoin d'accompagnement humain pour le rassurer sur... c'est l'histoire de niveau 1, niveau 2, quoi. Est-ce qu'une boîte tech en 2025, si elle n'utilise pas l'IA, elle n'a rien compris ? En tout cas, il faut qu'elle se pose sérieusement la question, ouais. Est-ce que le légal pour un entrepreneur, c'est chiant ? Ouais. Est-ce que la compta pour un entrepreneur, c'est chiant ? Ouais. Est-ce que le légal et la compta sont juste des contraintes ? Alors, ce sont clairement des contraintes. En revanche, elles sont associées à un vrai risque. C'est-à-dire c'est à la fois une sorte de formalité, dans le sens où tu dois le faire, c'est des passages obligatoires. Si tu le fais pas bien, tu t'exposes à un risque potentiellement très désagréable, juridique, fiscal ou autre. Et c'est pour ça qu'on ne faut pas laisser traîner les bêtises. Il ne faut pas procrastiner. Ouais, voilà, je suis l'exemple en personne. Je te pose 2-3 dernières mini-questions. Est-ce qu'on entreprend pour le capital ? Non, t'entreprends pour le chemin. T'entreprends parce que c'est une aventure humaine. Moi, j'ai entrepris parce que je voulais le faire avec mon associé Pierre, avec qui je passe de super moments. Et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et c'est assez rare, je crois. C'est ça, c'est une aventure. Le capital, c'est la cerise sur le gâteau au bout d'un moment, potentiellement. Mais c'est l'aventure humaine principalement, quoi. Est-ce que tu aurais monté Legal Start sans Pierre ? Non, clairement pas. J'aurais pu monter, en revanche, pour compléter, j'aurais pu monter à peu près n'importe quel autre business pour lequel on n'aurait pas été complètement inepte. Mais Legal Start est plus un cas d'application qu'autre chose. C'était monter une aventure à deux avec un associé en qui j'ai pleinement confiance et avec qui ça se passe très bien. 2 dernières questions, rapides. Est-ce que si Pierre, demain, décide de voguer à d'autres occupations, tu continues Legal Start ? Non. Ok. Et est-ce que demain, pour vous deux, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais pardon, vas-y, je te laisse enchaîner. La suite. Si vous deux, demain, déjà, question, bonus. Ouais. Est-ce que Legal Start peut être revendu un jour ? J'en sais rien. Ça, franchement, il n'y a pas de... Enfin, tout est ouvert. C'est une aventure entrepreneuriale. Tant qu'on a des projets, et on en a plein, on a envie de continuer. Maintenant, faut jamais dire jamais, hein. Et c'est ma dernière question. Demain, que Legal Start continue d'exister ou pas,
en espérant que ce soit une bonne issue. Donc, on va dire une revente. Tu recrées une boîte ou tu signes un CDI? Compliqué, ça. Je remonte une boîte directe. Direct? Ouais. Ah oui, non, je pense Et que tu le fais non, mais seul maintenant, ou c'est avec quelqu'un? avec quelqu'un. Obligé? Ouais, obligé. Non, oui, parce qu'en fait, encore une fois, ce qui m'a le plus plu dans l'aventure, c'est l'association, quoi. C'est le choix de l'associé et l'expérience et le chemin, quoi. Encore plus que l'atterrissage, tu vois. Bon, un grand merci, cher Timothée. Full disclaimer, il y a 2 sujets que j'aurais voulu aborder un peu plus en profondeur. J'aurais vraiment voulu comprendre comment tu manages tes équipes en interne. Ok, bonne question. Et la deuxième question, on en a un petit peu parlé, mais c'était sur l'IA. Si j'ai bien compris, tu peux peut-être terminer là-dessus. C'est que ça aide vraiment beaucoup plus sur vos process en interne pour gagner du temps et de la réactivité. Ouais. Alors nous, on l'utilise un petit peu partout au sein de la boîte, effectivement, pour aider à différents endroits, que ce soit les équipes en interne ou l'utilisateur final. Donc lui, il le voit, il en bénéficie. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit peu partout et c'est sur toutes les roadmaps de toutes les équipes. Et je terminerai là-dessus, mais si tu n'utilises pas de l'IA en 2025, c'est que tu n'as rien compris. Bon, je sais pas pourquoi j'avais la punchline de Free depuis tout à l'heure, mais ça rimait pas. Un grand merci, Timothée. Merci à toi, Yacine, pour le temps, c'était très cool. Plaisir partagé. Merci de t'être laissé cuisiner, parce que là, je t'ai vraiment cuisiné. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Un grand merde à toutes les personnes qui doutent. Continuez, pas par pas, et continuez à impacter notre société positivement. À très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.